Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo spéciale pour calculer votre taux de qualité de vie après l'effondrement. Alors on a vu avant comment calculer vos chances de survie face à l'effondrement, mais se pose maintenant la question, êtes-vous prêt pour l'après-effondrement? Alors imaginez que vous survivez à l'effondrement. Là, vous aurez déjà un bel accomplissement et vous faites partie des 5% de la population qui aura réussi à survivre l'immense vague de mortalité et des maladies qui s'en sont suivies. Maintenant que vous êtes un survivant, vous allez vous poser la question comment vivre et comment améliorer mon confort de vie. Et vous verrez qu'avec un petit peu d'anticipation, vous pourrez doubler, voire tripler votre qualité de vie après l'effondrement. Alors on va partir du postulat de base que vous arrivez à produire suffisamment de nourriture pour manger toute l'année et à produire assez d'eau potable pour boire toute l'année. Donc que vous avez sécurisé le minimum vital. Alors arrive maintenant la question, qu'est-ce qui améliore votre qualité de vie? Dit autrement, qu'est-ce qui vous fait du bien au mental et qui fait plaisir à vos sens? Donc le toucher, le goût, la vue, l'ouïe, etc. Et bien sûr, on va aussi voir ce qui allège la pénibilité physique et mentale. Donc stress, travail, etc. Et tout ça de la vie post-effondrement. Alors comme chacun a des goûts différents, l'exercice qui suit sera modulable pour l'adapter à votre situation. Donc commençons par le premier point à analyser, donc à vos papiers et à vos crayons. Et donc ici vous devez commencer votre comptage à partir de 0. Donc 1, commençons par le toucher. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qui vous est le plus agréable pour vous reposer? Donc personnellement, c'est un bon oreiller et une bonne couette pour me blottir dedans quand je me repose. Donc logiquement, posez-vous la question, disposez-vous de ce matériel dans votre base autonome durable? Je parle bien sûr du matériel qui vous parle le mieux à vous. Pour moi, c'est un oreiller de qualité, peut-être pour vous, ce sera autre chose. Donc si vous avez ce qu'il vous faut, ajoutez 5% à votre liste. Si vous n'avez pas ce matériel, retirez 5% de votre liste. Alors, petite parenthèse, votre taux peut être négatif, donc ne vous arrêtez pas à 0. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Voilà. Donc ensuite, si vous trouvez agréable de lire un livre et que vous avez stocké de bons livres, ajoutez 5%. Si vous aimez lire et que vous n'avez pas stocké de livres, retirez 5%. Voilà, faites la même chose pour chacun de vos plaisirs quotidiens, allant d'un verre de coca à une bonne tasse de thé ou un bon repas que vous adorez. L'idée ici est de pouvoir repérer ces petites choses qui font la différence dans votre vie et qu'il vous faudrait donc savoir cultiver ou produire de manière autonome après l'effondrement. L'idée est aussi de savoir par quoi remplacer les plaisirs que vous ne pourrez plus avoir, comme boire du café. On ne produira pas de café en France. Donc il vous faudra trouver quelque chose qui remplace le café afin de ne pas perdre en qualité de vie. Mais ça, c'est l'étape d'après. L'étape donc après avoir fait un inventaire de la situation. Voilà. Alors je parlais de café, mais pour les uns, ce sera des herbes, pour les autres des tisanes, et encore pour d'autres, ce sera du gingembre, etc. quoi. Donc, ce sont ces petites choses qui demandent peu d'investissement et peu de travail, mais qui font une réelle différence. Entre avoir un gros stock coûteux et savoir produire vous-même, choisissez toujours de produire vous-même. C'est moins cher, ça prend moins de place et c'est durable. Alors normalement après l'effondrement, vous devriez avoir perdu pas mal de vos plaisirs et l'exercice donc maintenant va être de découvrir de petits plaisirs qui deviendront très importants pour vous après l'effondrement. On ne parle pas forcément de plaisirs qui remplacent vos plaisirs actuels, mais plutôt qui peuvent s'ajouter à vos petits plaisirs actuels. Il faut que ce soit simple mais efficace. Ainsi, découvrez un genre de littérature qui vous plaît, comme je sais pas, la science-fiction, le fantastique ou le genre policier. Cela remplacera en partie les films, si vous êtes cinéphile, et et vous détendra quand même. Voilà. Alors, commencez
à stocker des livres si vous aimez lire. Faites la même chose pour les jeux de société. Si vous êtes un gamer, vu qu'après l'effondrement vous n'aurez plus accès à des jeux électroniques, découvrez et stockez des jeux de société. Alors personnellement, j'adore ça en famille et je stocke pas mal car le temps va redevenir très long, surtout l'hiver, et ça va permettre de rire, de se détendre en groupe, au lieu d'accumuler toujours plus de stress, d'angoisse et de colère les uns contre les autres. Alors le minimum étant un jeu de cartes, un simple jeu de cartes quoi, ou un jeu de dés. Alors ça ne coûte rien, voilà, ça ne coûte pas grand chose, ça ne prend pas beaucoup de place et ça peut être très efficace. Voilà, alors si le plaisir de la bouche est important pour vous, apprenez à apprécier des tisanes de plantes qui poussent ou peuvent pousser près de chez vous. Je pense à la menthe par exemple. Personnellement, j'adore boire du coca, des bières et du vin. Bon, après l'effondrement, je n'y aurais plus trop accès. Donc j'ai appris à apprécier les tisanes à la menthe poivrée et du gingembre ou du cidre ou de la vodka que je sais produire et distiller. Vu que j'ai appris l'apiculture, je produis mon miel, qui sera le seul sucre à notre disposition après l'effondrement, et je me suis habitué à boire du thé de gingembre qui se produit facilement, et je mélange ça avec du miel et je trouve ça délicieux. Voilà. Le but ici est de retrouver donc des plaisirs qui vont pouvoir maintenir un certain niveau de qualité de vie, car si vous ne faites que reculer sur tout votre confort, vous allez déprimer, et assez sévèrement d'ailleurs, et déprimer c'est réduire drastiquement vos chances de survie sur la durée. Alors ce que je constate à chaque fois chez les survivalistes, c'est qu'ils ont en général une vision assez romantique de la survie. Ils se pensent des durs qui vont s'adapter et tout. Alors certains sont des durs et sont des solitaires et peuvent s'adapter à beaucoup de choses, mais ils ne se rendent pas compte que le danger n'est pas la difficulté court terme, mais justement l'accumulation de problèmes et de stress sur le long terme. Ce long terme brise énormément, car aujourd'hui on n'a pas l'habitude de situations très stressantes sur le long terme, des situations de vie ou de mort parfois, d'où l'intérêt de penser confort et gestion psychologique long terme, plutôt que simplement préparation court terme. Alors, ce que j'ai aussi stocké, c'est du chocolat noir très pur, qui se conserve quasiment à vie, et des sirops divers. De plus, j'ai planté des arbres fruitiers pour pouvoir me faire des limonades ou des jus de pommes, par exemple. Aussi, je suis en train de voir si j'arrive à cultiver des arachides. La tentative de l'an dernier a été un échec, donc je sais différemment cette année. Alors l'intérêt des arachides est que, déjà, j'aime beaucoup ça, et c'est très nourrissant. On peut aussi en faire de l'huile. N'oubliez pas de trouver toujours le plus d'usage possible pour un produit. Ça vous évitera d'accumuler trop d'outils et d'avoir un bon rapport usage-coût, espace de stockage. Voilà, l'exemple type étant le tomahawk amérindien, qui est une hache, un couteau, un marteau et une arme potentielle à deux mains. Une arme qu'on peut jeter et qui est assez fin pour pouvoir participer à d'autres tâches comme du tannage du cuir. Cet outil est donc un outil de production, de construction, et c'est une arme aussi, donc il a la qualité d'être léger, facilement réparable, et vous pouvez très facilement le mettre à votre ceinture. Donc entre un tomahawk et un bon couteau bushcraft, je choisis de loin le tomahawk. D'ailleurs j'en ai plusieurs, c'est pas pour rien. Voilà, je crois qu'on a assez bien couvert ce premier point qui est le toucher. Alors maintenant vers le deuxième point qui est la vue. Alors si vous avez un beau paysage ou une belle vue autour de vous, ajoutez 5%. Et si vous n'avez pas une belle vue, retirez 5%. Alors après pas mal de réflexions, j'ai décidé quand même de retirer des points dans ce cas. Car même si pas mal de personnes ne sont pas sensibles à une belle vue joue quand même sur l'inconscient, et un beau paysage vert, ça touche. La couleur verte détend et apaise, et même si on n'y prête pas tellement attention, ça a un impact. La beauté de la vue impacte votre humeur et votre sérénité, même si vous n'en êtes pas directement conscient.
Maintenant, voilà, si vous avez une maison agréable et propre, ajoutez 5%. Si ce n'est pas le cas, retirez 5%. Car une maison bien rangée et propre est beaucoup plus accueillante et permet de mieux se détendre. Voilà, dites-vous que le bordel a tendance à irriter, car au fond, vous savez que vous devez ranger, que vous devez vous en occuper, et vous ne le faites pas, et vous le savez. Non, mais voilà, blague à part, avoir un espace propre et agréable va être vital pour votre santé mentale, pour tenir sur le long terme. Il nous faut tous une sorte de sanctuaire où on se sent bien, où on peut se détendre et où on se sent en fait en sécurité. Voilà, alors, petite parenthèse, des tableaux, posters ou photos souvenirs de bons moments ne sont pas à négliger non plus. Alors, troisième point, c'est Louis. Voilà, non, parce que j'ai ma petite feuille ici et je la pose sur le côté. Alors c'est Louis. Alors abordons maintenant un point très négligé par les survivalistes, et c'est l'impact de l'ouïe, et de vos oreilles et des sons si vous préférez. Je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup expliquer que la musique qu'on aime détend, réduit le niveau du stress, le niveau d'angoisse, et c'est très agréable, quoi. Je pense que vous réalisez aussi l'importance et l'immense plus-value que représente un instrument lors d'une fête entre potes au coin du feu. Donc si vous avez de quoi écouter de la musique, de la musique stockée, ainsi que des appareils que vous pouvez utiliser avec des piles rechargeables, ajoutez 5% à votre liste. Si vous avez un instrument et que vous savez en jouer, ajoutez encore 5%, car jouer un instrument, disons-le, c'est très agréable à faire. Et c'est aussi, quand on sait en jouer, c'est très agréable pour les autres. Voilà, donc si vous avez ni instrument ni musique facilement écoutable, retirez 5%, car croyez-moi, le silence va peser très lourd, il va alourdir l'atmosphère, ce qui sera propice aux engueulades et à la dépression qui mène fatalement à la mort. Non, vraiment, ne négligez pas la musique, les sons agréables, le plaisir des oreilles, vraiment. Le matériel pour stocker et écouter de la musique fonctionnant avec des piles n'est vraiment pas coûteux. Vous savez, un MP3 peut faire une grosse différence, hein. Vous savez, je ne sais pas, voilà. Je sais que ce n'est pas durable, mais plusieurs MP3 ou autre petit appareil, petit outil comme ça, ça peut durer des années. Donc, des années, voilà, et il vous rendra l'adaptation au nouveau monde bien plus agréable. Enfin, ne serait-ce que pour gérer la transition, ça peut être un outil formidable. Voilà. Alors, petite parenthèse, je pense à organiser des stages de gestion d'émotions, de l'angoisse, de la peur et du stress pour bien vous préparer mentalement et psychologiquement à affronter l'effondrement. Et ce que vous aurez appris vous permettra de gérer techniquement vos émotions, vous permettra de savoir comment réagir concrètement face à des attaques d'angoisse, comment les éviter. Donc comment changer des pulsions destructives en force positive, en force d'action si vous préférez, afin de rendre votre survie et celle de vos proches bien meilleure et bien plus agréable. Voilà, vous savez, on sera tous à vif, donc savoir gérer des situations pourries et savoir créer un cadre propice à une certaine sérénité dans un groupe sera une qualité assez recherchée quand même. Alors concrètement, je ne vais pas vous faire du yoga ou des trucs comme ça, non, ce sera plus de repérer et de maîtriser les stimuli physiques et psychologiques qui créent de la détente, qui vous aident à gérer le contrôle, et quelle attitude adopter quand tout le monde, vous compris, sera à vif. Et le plus important, je vous apprendrai à anticiper les situations de merde, savoir repérer ce qui les déclenche et savoir quoi faire pour les éviter au maximum. C'est le principe de désamorcer une bombe avant qu'elle n'explose. Alors, et ça ne passe pas forcément par les mots, mais par des gestes, des trucs à faire, à prévoir pour gérer le climat dans le foyer. Alors ça peut passer par la gestion des odeurs, des couleurs, de l'ambiance. Si par exemple il y a beaucoup d'impatients, prévoir des activités. Ou s'il y a des mauvais perdants, éviter des jeux de compétition. Parce que simplement ils mettront leur orgueil dedans, ce qui peut créer des situations très explosives. Donc à éviter. Voilà, donc créer
en fait, il va s'agir de créer par des petits trucs et astuces un système de petites, voilà, de petites récompenses afin de faire plaisir, de créer un cadre, on va dire, contrôlé. Voilà, dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ces stages sont utiles ou non? Que souhaiteriez-vous apprendre dans des stages? Donnez votre avis dans les commentaires. Voilà, je vous remercie. Et revenons donc à notre liste. Nous en sommes donc au quatrième point, qui est l'odorat. Alors l'odorat, alors ce point sera très vite traité en fait. Alors si vous avez des bougies odorantes ou des fleurs dans votre maison ou dans votre jardin, ajoutez 5%. Si par contre ça pue, ben retirez 5%. Voilà, dans ce point, avoir prévu pas mal de petits sacs poubelles pour disposer vos déchets ou savoir gérer des toilettes sèches est assez vital. Car disons, si ça pue, les restes de nourriture pourrie ou si ça pue, disons-le, la pisse ou la merde, hein, passez-moi l'expression, croyez-moi, votre qualité de vie va dramatiquement diminuer. Et ça, c'est un point, comment dirais-je, qui va réduire la qualité de vie de pas mal de survivants. Alors que si on avait un peu anticipé, on aurait pu réduire très fortement les mauvaises odeurs. Voilà. Donc ne faites pas comme l'écrasante majorité des survivalistes. Ne négligez pas la gestion des mauvaises odeurs. Voilà. Donc on va aller au point suivant, qui va être la réduction de la pénibilité du travail. Alors ça c'est le dernier point qu'on va traiter, je pense. C'est la réduction donc, de la pénibilité du travail. Alors avez-vous un four solaire pour faire la cuisson et éviter de devoir faire un feu tous les jours et user du bois que vous aurez dû couper, sécher, stocker et transporter. Tous ces efforts prennent du temps et de l'énergie. Si vous avez un four solaire ou un système qui permet de cuire facilement, ajoutez 5%. Sinon, retirez 5% car vous allez vous amuser l'hiver. Et surtout, il n'y a pas forcément beaucoup de bois autour de chez vous et vous ne serez sûrement pas le seul à vouloir ce bois. Donc c'est pourquoi anticiper permet d'éviter pas mal d'efforts déjà qui vont coûter du temps, de l'énergie et ça permet d'éviter de potentiels conflits pour le bois. Donc bon, un four solaire ne fonctionne pas toute l'année, ça fonctionne à peu près la moitié de l'année. Mais voilà, donc ça aide bien et ça permet de réduire les situations qu'on préfère éviter. Voilà, alors petit conseil, intéressez-vous à la construction d'un rocket stove avec 4 parpaings. C'est très bon marché, ça fonctionne très bien et c'est très durable. Et avec un système pareil, vous pouvez cuire vos aliments avec des brindilles ou du petit bois. Et ce qui réduit la consommation de bois et réduit donc les efforts à fournir et ça ne coûte pas grand chose, quoi. Donc dites-vous que la préparation ne coûte pas forcément cher en argent, mais ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup d'expérimentation et ça demande de l'anticipation. Mais même un petit budget peut le faire. Alors maintenant, pour le bois ou pour toute autre chose, avez-vous une brouette ou un petit chariot pour transporter les bûches ou autre matériel sans trop vous détruire le dos? Si oui, ajoutez 5%, sinon retirez 5%. Alors un moyen de transporter des produits dans un contexte où tout est quasiment redevenu manuel est absolument vital. Mais ça, tous ceux qui ont passé du temps à la campagne ou font des tâches manuelles le savent déjà. Alors, allez-vous couper le bois à la hache ou allez-vous vous servir d'un coupe-bûche qu'on active à la force des jambes par exemple? Ou pensez-vous fabriquer des briquettes faites de 70% de sciure de bois et 30% de carton afin de remplacer les bûches et donc comme ça ne pas avoir à couper du bois et à transporter ces kilos de bois sur des distances et des distances? Ou voilà, allez-vous faire sécher le bois coupé sur place, puis le transformer en charbon de bois, puis transporter le charbon de bois qui est beaucoup moins lourd? Voilà, si vous avez maîtrisé une de ces techniques, ajoutez 5%, sinon retirez 5%. Dites-vous que les 3 tâches de base les plus lourdes sont le transport de l'eau pour le potager et la maison,
la coupe et transport du bois tout court, et le travail dans le potager. Le reste est moins lourd et moins fréquent. Les tâches seront aussi longues à faire, et plus vous anticipez et plus vous réduisez la pénibilité et la durée du temps de travail pour le même résultat. Par exemple, pour alléger la pénibilité du transport de l'eau, j'ai simplement acheté une pompe manuelle de voilier pour un bateau, avec pas mal de mètres de tuyaux qui seront reliés à mes collecteurs d'eau, soit à mon ruisseau, hein, tout simplement, et il me suffit de pomper un peu et l'eau sort dans ma cuisine si je le veux. Là, je n'ai pas à me casser les reins, à aller puiser de l'eau, le transporter et arroser mon potager, comme devrait le faire une personne qui n'a pas anticipé et qui n'a qu'un arrosoir de 2 litres, de 10 litres par exemple. Alors, ça m'a coûté 50 €, et ça me donne un système qui me permet d'avoir un accès rapide et sans pénibilité à de l'eau courante. Sans cette prévoyance, j'aurais dû à chaque fois remplir des seaux et des seaux d'eau et les apporter et les porter. Alors ça prend du temps, ça prend de la place, et le pire, ça coûte de l'énergie. N'oubliez pas que la nourriture sera assez rare, donc réduire ses besoins caloriques est vital pour tenir sur la durée. Bref, devoir chercher manuellement l'eau aurait été un investissement en temps et en énergie que j'aurais pu utiliser pour d'autres tâches ou pour faire des choses que j'aime, quoi. Conclusion, avec un peu d'investissement et d'anticipation, je m'évite beaucoup de travail manuel et lourd pour le dos. Donc blague à part, si vous devez faire un investissement, faites-le dans un système pour transporter facilement de l'eau, pour alimenter votre maison et votre potager. Ce sont des milliers de litres que vous allez devoir déplacer sinon. Donc on parle vous devez réaliser qu'on parle de milliers de litres, donc des milliers de kilos. Donc la gestion de l'eau pour boire, pour l'hygiène et pour produire votre nourriture va bouffer votre temps et votre énergie si vous n'anticipez pas. Si vous ne voulez pas être un esclave du transport de l'eau, anticipez les gars, anticipez. Après, n'allez pas imaginer des moulins à eau compliqués ou des machines à vapeur, car bon, soyons réalistes, la majorité d'entre nous n'avons ni les moyens ni possibilité d'avoir ce genre de matériel à disposition. Donc il vous faut du low-tech payable, comme une pompe à eau pour bateau, il vous faut des tuyaux, une presse manuelle à briquettes, voilà, etc. Ça ne doit que coûter que quelques dizaines d'euros et ne pas prendre trop de place. Voilà, donc ajoutez un peu de duct tape dans votre liste pour pouvoir réparer les tuyaux. Dites-vous que la simplicité fonctionne le mieux sur la durée. Alors si vous avez un système d'eau, ajoutez donc 20% à vos chances, pardon, pas à vos chances mais à votre confort. Si vous n'en avez pas, retirez 20%, car vous allez en baver, disons-le. Car ce sont des dizaines de kilos que vous devrez transporter à force de votre dos et à force du bras tous les jours, même quand vous êtes malade et quand il fait froid. Donc même si vous avez le ventre vide, vous devrez transporter cette eau. Ce sera vital, vous ne pourrez pas échapper à cette tâche. Donc une pompe manuelle peut faire vraiment la différence entre survie agréable et véritable enfer. Et ça coûte que quelques dizaines d'euros, hein. Voilà, vous devez aussi réaliser qu'un potager, pour un amateur, c'est au moins 200 à 300 mètres carrés par personne. Et il faut arroser cette surface régulièrement. Seuls les pros et expérimentés peuvent réduire cette surface par personne. Alors ces 300 mètres carrés comprennent la masse à manger, la masse qui ne va pas pouvoir être récoltée à cause de dégâts d'hiver, et bien sûr l'espace pour faire pousser des plantes pour produire les graines pour l'année d'après. Vraiment, ne négligez pas les dégâts qu'on a dans le bio. Rien que pour les semis, vous perdez déjà 50% des graines, car en moyenne, il n'y a que la moitié des graines qui poussent vraiment. C'est pourquoi les graines Monsanto, par exemple, sont très populaires, car eux poussent à 70 voire 90%. Donc dès le début, vous avez des pertes. Ensuite, pas tous les plants vont pousser, en plein sol bien sûr. Ensuite, s'ajoutent les plantes qui ne vont pas survivre suite à des maladies, suite au passage de rongeurs, des limaces et le mauvais temps par exemple. Vous devez aussi tenir compte qu'une année peut être une année de merde pour cultiver, donc vous devez prévoir très large quand vous cultivez pour compenser les pertes que vous aurez. Donc mieux vaut surproduire que pas assez. Donc si vous savez gérer un potager d'au moins 150 mètres carrés,
avec pas trop de travail, ajoutez 20% à votre liste, sinon retirez 20%. Voilà, retirez 20%. Alors, pour ce point, selon votre degré de compétence dans le potager, vous pouvez ajouter des pourcentages, par exemple. Si vous savez très bien faire des semis ou produire des graines, ajoutez 5%. Si vous savez très bien cultiver certains légumes, bon, même avec un peu d'effort, ajoutez 5%. Vous voyez, vous pouvez jouer un petit peu comme ça. Petit bonus de 5%, si vous connaissez au moins 10 plantes sauvages comestibles. Alors, vous pouvez compter une espèce de champignon dans cette liste de 10. Mais pas deux, car les champignons, en fait, ne sont pas nourrissants. Après, si vous êtes bricoleur, vous pouvez essayer de fabriquer une machine à laver à vélo. Et oui, vous pouvez aller tranquillement et ça fait tourner le tambour et vous lavez votre linge sans trop d'efforts. On me pose souvent la question de l'électricité. Alors personnellement, j'ai acheté des sets de petits panneaux solaires qui alimentent des ampoules LED. C'est pour m'éclairer la nuit. Mais bon, je vais être franc, j'ai des doutes car la lumière peut attirer des prédateurs qui seront attirés par la lumière pour piller. Voilà, donc quant aux panneaux solaires, ils ont une durée de vie d'à peu près 15 ans. Mais le vrai problème, il vient des batteries qui pèsent entre 35 et 150 kg selon les modèles. Donc c'est très lourd. Et surtout, ils ont une durée de vie autour de 5-6 ans. Voilà, et une batterie, même non utilisée, ne dure que 5 ou 6 ans. Car il se décharge petit à petit et une batterie ne doit jamais être en dessous d'à peu près 50% de sa capacité maximum. Sinon, ça l'abîme. Voilà, énormément. Enfin, là, c'est surtout les batteries à plomb qui sont comme ça. Donc, il est préférable de ne pas dépendre de l'électricité pour survivre. Bah oui, qu'allez-vous alimenter avec l'électricité après l'effondrement? La cuisine peut se faire au feu ou au gaz que vous pouvez produire avec vos déchets. Vous pouvez chauffer votre eau au feu. Voilà, donc après l'effondrement, il n'y aura plus d'internet et il reste les fils, mais bon, c'est pas quelque chose d'absolument vital. Quant à s'éclairer la nuit, vous pouvez le faire à la bougie de cire d'abeille ou à l'huile ou à l'alcool que vous pouvez aussi produire vous-même. Vous pouvez même enrober une tige de graisse animale et ça vous fera une bougie du pauvre qui dure entre 5 et 15 minutes, ce qui est assez bien pour lire ou pour vous éclairer. Alors je ferai une vidéo plus tard pour savoir produire vous-même facilement cette bougie du pauvre. Hein. Et l'avantage de cette bougie est que vous pouvez en produire en grande quantité et avec très peu de matériaux qui se trouvent facilement. Alors le chauffage devra aussi se faire au bois car ça consomme trop d'électricité pour quelques panneaux, surtout en hiver. Alors après il reste les appareils ménagers. Alors l'aspirateur sera remplacé par le balai. Le café peut être remplacé par du café de gland. Et vous pouvez préparer facilement, à la main, quoi. Après, il y a les outils électriques, et là, oui, je reconnais que ça facilite bien la vie, mais en soi, vous pouvez remplacer, vous pouvez les remplacer par des outils manuels. Ainsi, moi, j'ai des perceuses à main, qui fonctionnent très bien. Après, je compte aussi acheter un broyeur végétal manuel. Alors, ça coûte un peu d'argent, c'est vrai, mais par contre, c'est très durable et c'est très utile au potager. Alors le téléphone portable disparaîtra aussi et les appareils qui fonctionnent avec des piles rechargeables sont donc à privilégier. Alors, avec le matériel pour recharger les piles bien sûr, sans ça, ça ne vous sert pas à grand chose. Là vous avez un moyen par exemple de garder des jeux vidéo, ben oui parce que les anciennes consoles par exemple fonctionnent avec des piles. Donc en gros vous devez avoir de quoi alimenter des outils, une radio, peut-être chauffer votre eau et vous donner un peu de lumière. Alors personnellement, ma stratégie est d'essayer de vivre le mieux possible sans électricité au moteur et d'accumuler des connaissances qui feront une vraie différence. Alors par exemple, être capable de distiller de l'alcool, de produire des médicaments, du tabac, produire du miel, de la cire d'abeille, de produire des arachides par exemple, que vraiment personne ne produit et qui deviendront des produits de luxe, qui seront très appréciés une fois que les choses se seront stabilisées. L'idée de pouvoir produire une bonne variété de produits alimentaires et de plaisir, comme du caramel avec des betteraves sucrières, de la bière et divers boissons alcoolisées ou non, des confitures, etc. quoi. Et ainsi on aura accès à pas mal de plaisir, mais également à des choses agréables à manger, comme pense à des chips qu'on fait avec des pommes de terre, des cacahuètes, du caramel avec des betteraves sucrières, du pain de blé, de châtaigne ou de maïs, des huiles essentielles pour parfumer divers savons.
On peut aussi produire des médicaments voilà, contre la douleur. Voilà, on pourra construire des maisons en bois ou en pierre, voilà, qui seront isolées avec, je sais pas moi, de la laine de mouton. Voilà, on pourra fabriquer aussi des tissus. Voilà, bref, on pourra produire de l'artisanat. Et les possibilités sont quasi infinies hein, pour améliorer notre qualité de vie. Bref, quand on fait le bilan, si on se prépare un peu sans avoir à trop dépenser ou stocker, à terme, la situation ne sera pas si sombre que ça. Alors, ça restera dur, voire très dur par moment. Bon, il ne faut pas se mentir. Mais il y aura beaucoup plus de possibilités que vous croyez pour retrouver des plaisirs simples, mais réels, comme boire des bières et manger des chips entre amis en regardant un match de foot que les enfants, ou les équipes adultes vont jouer. Voilà, donc ça, ou des soirées entre copines où vous allez rire, parler, voilà, vous détendre en tricotant des vêtements utiles pour vos enfants. Voilà. Vous aurez aussi des joies nouvelles, comme le plaisir de sentir l'été revenir ou de voir grandir des arbres que vous aurez plantés, par exemple. Voilà. De plus, on se mettra tous à travailler pour améliorer les infrastructures des communautés dans lesquelles on sera. Donc, on verra peu à peu la situation de notre qualité de vie s'améliorer. Puis on redécouvrira des connaissances du passé qui nous rendront accès à des produits qu'on aura perdus. Voilà. Et oui, voilà, les livres, les bibliothèques survivront à l'effondrement. Donc on aura toujours accès à de grandes quantités de livres, de connaissances et de sciences diverses. Voilà, dites-vous que la transition sera difficile à vivre car il va falloir s'habituer au changement, puis aux morts de masse, ensuite aux violences des combats pour les dernières ressources et les luttes de pouvoir. Mais à terme, si on y survit, les choses vont se calmer et la vie va reprendre. Hein. Alors, dites-vous que le chaos ne dure jamais éternellement et une forme d'ordre reviendra d'une façon ou d'une autre. Même les tyrannies ne durent pas. Aucune tyrannie n'a réussi à se maintenir sur la durée. Donc même si vous tombez sous la coupe d'un tyran, ça aussi, ça ne durera forcément pas longtemps. Alors on entend beaucoup de gens dire qu'après l'effondrement, on reviendra à un système agricole et de suite on a l'image de nous comme paysans esclaves travaillant des heures dans des champs en se cassant le dos sous des coups de fouet. Voilà, mais en fait la réalité sera davantage sur un modèle, on va dire, celte, plutôt que féodal dans l'imaginaire républicain. C'est-à-dire que chaque famille aura un lopin de terre, il suffit de travailler 2-3 heures par jour par personne pour cultiver assez de nourriture, pour nourrir la famille, enfin toute l'année, et on passera 2 heures de plus pour produire de quoi payer des impôts et les produits dont on aura besoin, et voilà, et on sera des citoyens soldats. Donc dès que le chef lève le drapeau, on lâche les outils agricoles et on prend les armes. Voilà, et oui, comme les communautés seront assez petites, il n'y aura pas d'armée professionnelle, sauf dans les communautés organisées avant l'effondrement, comme celle que j'essaie de mettre en place. Voilà, l'idée est que pour les produits de base, chaque famille deviendra relativement autosuffisant. Donc, au début, ceux qui n'ont pas rejoint une structure avant l'effondrement devront se débrouiller, on va dire, dans de petites communautés où chacun sera en même temps un paysan, un ouvrier, un soldat, selon la situation que la communauté devra affronter. Alors personnellement, je suis en train d'acheter un terrain pour la survie et je rassemble une large communauté de plusieurs centaines de personnes qui viendront vivre sur mon terrain après l'effondrement. Alors je n'ai pas encore des centaines de candidats, j'en ai à peu près une trentaine, mais le nombre grandit assez vite quand même. Alors l'intérêt d'avoir une communauté organisée avant l'effondrement est qu'on connaît tous les lois et les règles de fonctionnement avant, donc on n'aura pas à improviser un système. On pourra ainsi se mettre d'accord sur des protocoles et manières de fonctionner afin de rendre la communauté résiliente sur tous les plans. Voilà. Alors ça passe aussi par des stratégies et du matériel à avoir, donc qui fait quoi, qui achète quoi. Mais je parlerai de ce projet dans d'autres vidéos. Alors l'avantage est que ça permet à une personne d'avoir accès à une excellente préparation et une communauté spécialisée pour à peine 10% du coût que représenterait la mise en place d'une base autonome durable d'un tel niveau, mais sans la communauté. Moi, j'offre la communauté en prime. Voilà. Mais pour revenir vers le bilan de votre liste qu'on fait aujourd'hui, dites-vous que pour chaque chose qui vous dérange, retirez 5%. Observez vos habitudes quotidiennes et posez-vous la question, pour chaque détail, aurais-je accès à ça après l'effondrement ? Alors ça peut être simplement se reposer dans un bon fauteuil en lisant un journal ou le plaisir, le confort d'avoir de l'eau chaude à volonté. Voilà. Ainsi, c'est important. Si c'est important pour vous
et que vous n'avez pas d'eau courante après l'effondrement, retirez 5% de confort. Si vous n'avez pas d'eau chaude facilement, retirez 5%. Si vous n'avez pas le courant à volonté, donc l'électricité, retirez 5%. Si vous appréciez de regarder la télé et des films bon, voilà, et que vous n'avez plus accès et que vous ne pouvez pas le remplacer facilement, retirez 5%, etc. Donc pour chaque habitude non compensée en fait, ou sécurisée, retirez 5%. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors il est tout à fait possible d'avoir un taux négatif. Alors ne vous arrêtez pas à 0%. Ce chiffre va vous montrer la pénibilité que vous allez vivre en fait. Plus le taux est bas, et plus ce sera dur pour vous. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, vous l'avez compris, le but de l'exercice est de commencer à trouver des plaisirs et du confort qui vont s'ajouter à vos joies actuelles et qui resteront quand vous perdrez votre normalité. Ainsi, vous n'aurez pas tout perdu, vous n'aurez pas perdu tous vos repères et vous n'aurez pas perdu tout votre confort. Vous allez en plus réfléchir aux méthodes, au matériel nécessaire pour limiter la pénibilité des travaux que vous aurez à faire. Donc voilà, ce sont des questions décisives pour maintenir un minimum de qualité de vie. Dites-vous que si vous entrez dans l'effondrement sans un minimum de préparation, votre vie sera un véritable enfer. Voilà, donc la préparation ne vous garantira pas d'avoir une vie agréable ou géniale. Par contre, la non-préparation vous garantira d'avoir une vie de merde. Voilà, donc préparez-vous, anticipez et survivez. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, partagez-la, mettez un pouce bleu pour récompenser mon travail. Et si ce n'est pas encore fait, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous pour ne pas rater d'autres vidéos. Voilà, cette liste ne sert qu'à vous donner une idée. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.